On reçoit Élise Thiebaud, on ne présente plus, mais je vais quand même dire qu'Élise est journaliste, autrice et féministe évidemment. Elle a écrit Ceci et mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font, et qui a donné aussi lieu à une BD qui est un best-seller que je vous conseille pour vos ados. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à son dernier livre, L'Amazone verte, sur la figure de Françoise d'Aubonne, que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, et qui, en plus de m'avoir bouleversée, m'a aussi parlé beaucoup de toi, au-delà de me parler de Françoise d'Aubonne. Mais d'abord, on aimerait bien savoir, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage de l'histoire, qui est Françoise d'Aubonne, Élise? Alors, d'abord merci, je suis vraiment très heureuse d'être ici. C'est la deuxième édition du WeToo Festival et je trouve que ça nous donne des occasions de rencontres, de débats et de créations qui sont originales et difficiles à avoir dans un même lieu. Un festival féministe, c'est quand même quelque chose de génial. Avec des spectacles de cette qualité, c'est encore plus rare. Je suis désolée de faire de la flatterie. Non, mais ça me touche beaucoup. Mais voilà, ça me plaît beaucoup d'être ici. Alors, pour répondre à la question, qui était Françoise d'Aubonne? Françoise d'Aubonne, pour celles et ceux qui la connaissent un peu ou qui en ont un peu entendu parler, elle est uniquement connue comme la pionnière de l'écoféminisme. Quand j'en parlais autour de moi, les gens avaient une espèce de tête bizarre, genre, oui, enfin, Françoise d'Aubonne, enfin bon, on sentait qu'elle était un peu radioactive. Alors en fait, ça m'a intéressée d'en savoir plus parce que il y avait justement cette incertitude sur elle. Je m'intéresse aux personnes quand elles sont vraiment des provocatrices révolutionnaires, elles créent cette espèce de silence. Ça veut dire qu'elles sont allées à un endroit où personne n'est jamais allé, qu'elles ont eu ce courage et que ça nous fait un peu peur parce que ça nous remue beaucoup. Alors Françoise d'Aubonne, tout simplement, elle est née en 1920, morte en 2005 à l'âge de 85 ans, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Et elle a eu une enfance relativement calme, sinon qu'à l'âge de 9 ans, elle déclarait déjà et elle écrivait déjà sur le parvis de son internat « Je suis féministe ». Hein, on est en 1929, c'est la fin des années 20. On a oublié que le mot féministe existait déjà à cette époque-là. Elle arrive à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, elle devient résistante. Alors elle est relativement jeune, mais elle est dans un tout petit réseau de 12 copains qui essayent vaguement d'envoyer des messages dans l'univers pour dire à quel point ils sont, ou de distribuer quelques tracts contre les nazis et l'occupation. Et puis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle devient communiste, un peu comme tout le monde à l'époque, et survient quelque chose qui est pour elle un éclair dans sa vie. Elle découvre en 1949, à sa parution, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et là, pour elle, c'est un énorme choc, parce que pour la première fois, elle lit dans un livre ce qu'elle a toujours pensé, dit-elle. Alors elle écrit une lettre à Simone de Beauvoir en lui disant « Vous êtes un génie ». Il n'y a toujours pas de féminin au mot « génie », mais vous êtes un génie, vous nous avez toutes vengées. Elle comprend que c'est une bombe, d'ailleurs elle n'est pas la seule, hein, ça fait un scandale énorme l'apparition du deuxième sexe, qu'on a bien entendu oublié. On a des parutions ordurières dans le Figaro. À côté de ça, Zemmour, c'est de la blague, où les gens écrivent « Je sais tout du vagin de votre patronne ». Quand même sympa, Claude Mauriac. Non, François Mauriac. Et donc, bref, il y a toute cette atmosphère de scandale, mais elle pressent déjà à l'époque que Simone de Beauvoir est passée à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est dans une forme de déni du corps. Elle défend une neutralité qui va être celle des féministes universalistes par la suite, en disant pour se libérer, il faut s'approprier les codes des hommes. Et nier ce qu'il y a de féminin, donc la maternité en particulier. Or, Françoise d'Aubonne a déjà un enfant. Elle s'est mariée sur le parvis de l'église. Elle s'était jurée de gifler son mari. Elle ne l'a pas fait. C'était vraiment un personnage. Hein.
Elle ne l'a pas fait, mais elle ne l'a plus jamais revu. Elle lui a dit, bon, c'est terminé, tout est terminé entre nous. Je suis obligée de me marier parce que on était en pleine guerre et que enceinte en pleine guerre mondiale, en pleine deuxième guerre et pendant l'occupation, ça passait pas du tout. Elle risquait, y compris, de se faire accuser d'avoir eu un enfant avec un Allemand, genre après. Bref, elle se marie. Elle a déjà un enfant. Elle aura 2 enfants dans sa vie, enfin 3 en fait, dont un qu'elle va confier à l'adoption, qu'elle va accoucher sous X. Et de ces 3 enfants, il n'y en a aucun qu'elle va élever. Mais ce qu'elle dit, c'est que accoucher, c'est formidable. C'est quelqu'un qui dit que, et qui a toujours aimé ses enfants, hein. Elle est restée proche d'eux, elle a compté pour eux. Quand, évidemment, ça fait scandale, hein. Déjà, une femme qui n'élève pas ses enfants. Alors aujourd'hui, ça fait scandale, mais alors en 1950, en 1960, en 1900, elle a eu un enfant en 1944, un autre en 58 et un autre avant en 53. Bon, bref, elle a publié son premier essai qui s'appelle « Le complexe de Diane », dans lequel elle essaye de s'intéresser à l'éros féminin et à la question du corps. Donc et à l'époque, déjà, elle évoque des questions qui sont aujourd'hui très actuelles, qui sont celles du genre. Qu'est-ce qui fait une femme? Qu'est-ce qui fait un homme? Est-ce qu'on ne peut pas interroger cette binarité? Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause ces présupposés naturels? C'est quelque chose de totalement révolutionnaire, mais qu'elle fait un peu sur un mode dans le génie. Elle est par ailleurs romancière. Elle a écrit un best-seller en 1947, pour lequel elle a eu un grand prix, qui s'appelle « Comme un vol de Gerfaut », que tout le monde a oublié parce que c'était... C'est une femme. Alors parce que c'était une femme, d'ailleurs elle s'est fait beaucoup tacler par des hommes qui considéraient que c'était un récit d'aventure, qui considéraient que le récit d'aventure leur appartenait. Et qu'une femme qui se mettait à écrire comme ça, avec cette virtuosité incroyable qui était la sienne, c'était un génie précoce, hein. Elle avait eu un premier prix de littérature, je crois à l'âge de 12 ans, un concours de Noël où elle avait écrit un roman pour lequel elle avait eu un prix de 200 pages. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, elle est quelqu'un qui a toujours mêlé la politique, la littérature, sa vie personnelle, d'une manière totalement inédite, en vivant libre toute sa vie, en vivant seule, en n'élevant pas ses enfants, en écrivant. La légende disait qu'elle était capable d'écrire jusqu'à 100 pages par jour. Elle a écrit une centaine de livres dans sa vie, et personne ne sait qui elle est. Donc, elle s'engage contre la guerre d'Algérie en 1958. Elle va signer, je crois que c'est en 61, le manifeste des 121 pour l'insoumission contre la guerre d'Algérie et contre la vie du Parti communiste auquel elle appartenait et qu'elle va quitter après ça parce qu'elle pensait qu'il n'était pas assez anticolonialiste. Donc elle est de ce combat-là contre le colonialisme. Et puis arrive 68, elle a 51 ans, 50, je suis par là, non, 50, 40, attends. Elle est née en 1920, donc elle a 48 ans. Elle a déjà 2 enfants, une enfant adulte, 2 petits-enfants. Le deuxième et son petit-fils est David Dufresne, que vous connaissez peut-être parce qu'il s'est rendu notamment... Bon, c'est un romancier, un journaliste qui a notamment documenté toutes les violences policières qui se sont déroulées dans les dernières années. Donc elle l'a très peu vu, à part que quand il est né en avril 68, elle est rentrée dans la chambre d'hôpital, elle l'a saisi comme ça, elle l'a regardé droit dans les yeux, elle a dit « Bon sang ne saurait mentir ». Enfin, elle l'a reposé, elle est partie, laissant tout le monde éperdué, et elle s'est précipitée, dès que mai 68 a commencé, dans la rue, à jeter des pavés sur les flics, tous les jours. Voilà, grand-mère fait la révolution, elle passait toujours entre les gouttes, parce que personne ne pensait qu'une femme de 48 ans pouvait faire partie de « Oh madame, passez », etc. Elle passait à travers tous les barrages de flics. Voilà le genre de personne. Et puis après mai 68, elle se rend compte que il n'y a aucune femme
qui est montée véritablement sur les barricades. Il n'y a aucune femme qui a parlé. Les femmes, elles étaient là pour faire des cafés et pour baiser dans l'arrière-cour. Et que cette question-là, elle n'a pas vraiment été prise en compte dans mai 68. Et elle participe dans la foulée de ça à la création, à la fondation du MLF en 71. Puis, immédiatement après, elle va participer à la fondation du Front homosexuel d'Action révolutionnaire. Alors qu'elle-même ne s'est jamais revendiquée comme lesbienne, elle dira à la fin de sa vie qu'elle est un PD, parce que à partir de ces années-là, à partir de la fondation du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, elle l'a fait en tant que féministe, en pensant qu'il y avait une convergence des luttes entre les personnes qui luttaient pour la libération des femmes et pour la libération sexuelle. Elle pensait qu'il n'y avait pas de possibilité de révolution sociale sans libération sexuelle. Elle adorait citer pour ça Engels qui disait « Il n'y aura pas de véritable révolution sans au préalable une révolution sexuelle et une libération des femmes ». Phrase de Engels que évidemment les marxistes se gardent bien de raconter, parce qu'encore récemment, c'est une anecdote, sur Facebook, je partageais un contenu sur Françoise d'Aubonne et immédiatement tous les copains vaguement communistes me disent « Mais c'est complètement faux, le patriarcat ne précède pas du tout le capitalisme, c'est le capitalisme qui a produit, c'est la lutte des classes et le capitalisme qui a produit le patriarcat. » Bon. Évidemment, Françoise d'Aubonne, elle s'est battue toute sa vie et elle a été une des premières. Elle a écrit d'ailleurs un essai qui s'appelle « Les femmes avant le patriarcat », dans lequel elle postule que le patriarcat, premièrement, n'est pas une fatalité. Ça a commencé à un moment et on peut en sortir à un autre moment. Et deuxièmement, que ça nourrit le capitalisme et ça a été le ferment du capitalisme en tant que système de domination. Donc, voilà, elle s'engage, elle crée le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, avec pour spécialité déjà à l'époque, et au MLF et au Front homosexuel d'Action révolutionnaire, on l'a oublié, mais c'était des actions spectaculaires. On les retrouvera par exemple dans les luttes contre le VIH, de faire irruption dans des conférences, par exemple, contre l'avortement, de gens de droite et d'extrême droite et de tout casser. Elle a créé en 60, je crois que c'était en 71, il y a eu une conférence du professeur Lejeune qui était opposé à l'avortement et elle a créé ce qu'on a appelé plus tard dans l'histoire, c'est Marie-Jo Bonnet qui est une des pionnières et du MLF et du phare qui le raconte, elle a créé le commando saucisson. Parce qu'elle leur avait dit, bon voilà, on est obligé de se préparer parce que c'était les services d'ordre de l'extrême droite qui étaient là, hein, et eux qui étaient armés, que la police protégeait Jérôme Lejeune, qu'elle voulait rentrer et dire nous sommes toutes des gouines, nous voulons tout avorter, enfin toi, genre. Et donc elle dit, bon, pour se défendre, on ne peut pas venir avec une matraque, sinon les flics vont nous arrêter, vont nous empêcher d'entrer s'ils nous fouillent. On n'a qu'à toutes venir avec un saucisson. Un saucisson, ça ne peut pas être classé comme une arme de deuxième catégorie. On n'a qu'à dire qu'on a envie de manger du saucisson. Donc ça a été le commando saucisson. Elles sont tous venues avec un saucisson. Et ça a été la bagarre générale façon Obélix. Tout le monde se battant avec des coups de saucisson. Enfin, c'était un truc... Voilà, on a oublié, mais il y avait cette espèce de joie. Elle le racontait, si le féminisme n'est pas une fête, si la révolution féministe n'est pas une fête, elle ne vaut pas la peine d'être faite. Et c'était ça vraiment son truc. Après, elles se sont toutes retrouvées, il et elle, se sont tous retrouvés, pour faire la fête chez une des militantes dont le nom m'échappe pour l'instant, et elles ont effectivement mangé le saucisson et le vin rouge. Arrosé largement de vin rouge, voilà, en dansant sur les tables à moitié nues, enfin c'était quand même quelque chose. On parle d'une femme résolument moderne. Oui, alors ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire, c'était vraiment quelqu'un qui avait une espèce comme ça, c'était un personnage, elle avait
elle avait beaucoup grossi avec l'âge, et à partir de là, elle a découvert l'amour. Elle a découvert l'amour avec des hommes bisexuels. Elle disait que le patriarcat, enfin que l'hétérosexualité était la catastrophe de sa vie. Elle avait eu des histoires d'amour absolument épouvantables dans les années 50 que je raconte dans le livre, et ça a contribué à cette prise de conscience où elle a pensé que l'amour, il fallait le faire avec des personnes qui étaient en capacité de remettre en cause le système de domination patriarcale, et elle pensait que les homos, ils étaient les meilleurs compagnons pour ça. Souvent, c'était des hommes, des personnes beaucoup plus jeunes qu'elle. Et elle en parle avec beaucoup d'intérêt et de tendresse. Et puis là, lui arrive la révélation, qui va être celle de l'écoféminisme, où elle se rend compte que on est en 73, c'est la première... il y a eu l'apparition du rapport Meadows qui montre pour la première fois qu'on est en train d'atteindre les limites des ressources de la planète, qui est pour la première fois en train de documenter l'effondrement de la biodiversité. Il y a déjà eu l'apparition du livre de Carlson, Rachel Carlson, qui s'appelle Le printemps silencieux, qui démontre que les pesticides tuent les oiseaux et aussi les océans. Donc on a une prise de conscience écologiste qui commence dans les années 60, à la fin des années 60. On a l'élection présidentielle avec pour la première fois une candidature écologiste qui est celle de Renée Dumont. Et elle a une espèce d'illumination, c'était la femme des fulgurances. Elle se rend compte que pour elle, il y a un lien entre le patriarcat et la surexploitation de la planète. Et la pollution et le nucléaire qui est en train de se développer. Les années 70, c'est le moment où la France a tout investi sur le nucléaire, sans savoir, pas plus qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire des déchets, sans considération aucune envers les accidents possibles. 89, Tchernobyl, Three Mile Island, avant, aux États-Unis, ont montré que les dangers du nucléaire étaient très importants. On parle de la génération de la guerre aussi, qui a vu la bombe atomique. Et elle dit, bon, elle s'engage dans la lutte antinucléaire. Et c'est elle qui a inventé le concept d'écoféminisme. Elle invente le concept d'écoféminisme, en tout cas, elle lui donne un nom. Elle s'est vantée toute sa vie d'avoir inventé 3 mots. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Écoféminisme, sexocide. Elle a écrit le sexocide des sorcières en 1999. Déjà, on va dire 20 ans avant Mona Chollet, exactement 20 ans avant Mona Chollet, elle montre en quoi le sexocide, enfin donc elle l'appelle le sexocide des sorcières, en quoi la chasse aux sorcières est véritablement une guerre contre les femmes, et en particulier contre les femmes, ce que décrira tellement génialement Mona Chollet en 2019. Elle le fait à sa manière, qui est très pamphlétaire à ce moment-là. Elle avait écrit une lettre au pape en lui demandant de reconnaître la responsabilité de l'Église dans la chasse aux sorcières. Enfin, c'est genre... ok. Et bien le pape, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a reconnu. Il a fait un grand encyclique en 2000, le grand encyclique de 2000 pour le jubilé, les 2000 ans du Christ, dans lequel il reconnaît la responsabilité de l'Église dans la chasse aux sorcières. C'est quand même un truc dingue. Et ce qui apparaît et qui est très puissant dans ce que tu racontes par rapport à ce personnage, c'est que elle a inventé donc des mots, donc inventé des concepts. C'est-à-dire qu'en mettant des mots sur les choses, on arrive aussi à les formuler. Et c'est des mots qui, aujourd'hui, nous semblent parfois, on s'en réempare, on en reprend conscience, on a l'impression qu'ils réapparaissent, l'écoféminisme, donc le féminicide, sexocide nommé par Françoise de Beaune, et effectivement ce troisième mot, alors quel est-il? Alors attends, ça me... Phallocrate. Voilà, phallocrate. Ah, ça c'est un truc de dingue.
Il existait la phallocratie, ça existait, mais le fait de traiter quelqu'un de phallocrate, ça n'existait pas. C'est elle qui a popularisé ce terme. À l'époque, c'est une anecdote assez révélatrice, je trouve. Elle avait une histoire d'amour avec un homme qui était le scénariste d'un film qui a eu à l'époque, une comédie qui a eu à l'époque un succès incroyable, qui s'appelait Les Dragueurs. Et lui, qui juste légitime et rit et fait son miel du harcèlement de rue. Les dragueurs, c'est ça, c'est deux types qui marchent dans la rue, je crois que c'est Charles Aznavour et je ne sais plus quel... et Maurice Ronet, je crois, non, c'est pas Maurice Ronet, c'est un autre, bon, peu importe, qui essayent de lever des filles dans la rue, en les harcelant, en les collant, en les agressant, en faisant semblant, en disant vous avez perdu quelque chose, vous habitez chez vos parents, c'est vos parents qui habitent chez vous, en fait, ce genre de trucs comme ça, en poussant les filles jusqu'au point où elles perdent leur respiration, elles commencent à rigoler, et bon, ça met en scène ça comme une comédie. Et lui, il a appelé ça Les Dragueurs, c'est le premier film de Mocky. Et à l'époque, elle avait mis en place ce mot qu'elle a mis en place, je crois, dans le complexe de Diane, de phallocrate. Donc on voit bien que à ce moment-là, il ne faisait pas dans la dentelle sur les mots, justement. Donc l'écoféminisme, pour y revenir, elle est la première à avoir conceptualisé ça dans ce livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort, qui était une continuité et une réponse au livre de René Dumont qui s'appelait L'utopie ou la mort, dans lequel il disait qu'il fallait passer à l'écologie pour éviter la fin du monde. À l'époque, ils étaient... Donc, dans Le féminisme ou la mort, elle fait la démonstration que c'est la même chose qui conduit, bon c'est ce que j'ai déjà dit, voilà, et elle le développe longuement, d'une manière assez extraordinaire. Mais c'est un legs extrêmement précieux qu'on ne mesure pas, et c'est d'autant plus hallucinant de ne pas connaître plus que ça cette figure de Françoise Daubonne quand on sait à quel point ce concept est fondateur, notamment de nos pensées d'aujourd'hui et du féminisme contemporain. Ah oui, c'est clair que probablement c'est son caractère très radical, alors qu'on a appelé excessif, et on ne peut pas dire le contraire. Je veux dire, comme elle était antinucléaire, elle a été quand même jusqu'à poser une bombe sur le chantier de la centrale de Fessenheim pour retarder les travaux, ce qui a marché, hein, ils ont été retardés d'1 an. Et le livre est paru, c'est l'année de son centenaire, donc en 2020, que Fessenheim a été fermé. Et qu'il a été absolument démontré que cette centrale avait été dangereuse tout du long. Ça me permet d'en venir à ma question très précieuse que j'ai très envie de te poser, justement à propos de Françoise et de sa démarche, qui pourrait être controversée. Dans le livre d'Irénée, que je vous conseille également, elle dit que le pacifisme est un privilège de riches. Et je trouve que c'est très intéressant de se poser la question de la violence féministe. Est-ce qu'elle est nécessaire, et qu'est-ce que tu en penses toi, mais surtout qu'est-ce qu'elle en pensait et comment elle justifiait que cette violence était parfois absolument nécessaire et fondatrice de ce que peut devenir le féminisme? Alors, ce que j'en pense, moi, ça nous intéresse. Est très ambivalent. Donc, voilà, moi j'ai fait des formations non violentes et pendant de longs mois. Donc, et j'ai toujours été confrontée à titre personnel dans ma vie à des personnes extrêmement violentes. Donc c'est un peu un truc sur lequel... Et bien sûr, elle fait la dissociation entre une violence oppressive et une violence subversive, une violence fondatrice du patriarcat, et une autre qui est réactionnelle et qui n'a rien à voir. Elle a théorisé, voilà. Absolument, ce qu'elle a théorisé, c'est la contre-violence. Elle dit, voilà, à la violence de l'État, il faut répondre par la violence. Moi, pour dire la vérité, je pense que face à l'État qui est plus fort, à chaque violence, il va répondre par plus de violence. Et qu'en réalité, on sert l'État en faisant de la violence. Ça, c'est mon opinion sûre et certaine. Après, le caractère spectaculaire et radical et le fait d'être sans concession sur le fond, sur les idées, sur la posture, ce que sont d'ailleurs les vrais non-violents,
je la rejoins là-dessus. Elle soutenait par exemple les terrorismes, ce que moi je ne soutiens pas. Voilà, elle soutenait les terrorismes en tant que contre-violence. Moi j'ai toujours pensé que cette violence servait la violence d'État, en vérité. C'est quelque chose qui... néanmoins, la violence spectaculaire qui ne tue pas, la violence qui consiste à se mettre nu devant... voilà. Se réapproprier la violence finalement, lui non, mais alors aussi la violence spectaculaire, oui. C'est pas une violence d'agression, c'est pas, mais de poser des actes forts, radicaux, sans concession. Oui, c'est important parce qu'en fait, ça a un impact énorme. Alors, c'est pas du terrorisme, parce que le but du terrorisme, c'est de terroriser, c'est de créer la peur. De la peur, je crois, ne sort rien. Mais en revanche, du courage, de l'acte de Cyrano, de la puissance du verbe, de la puissance politique et de sortir des compromis, chose due, et d'y aller pour de bon. Oui, je pense que là-dessus, parce que les personnes comme elle a été oubliée, mais enfin, c'est presque aussi assez génial, c'est-à-dire elle a été oubliée et en même temps tout le monde parle d'elle, parce que son legs est extraordinaire, c'est une femme de graines. Elle a lancé, aucun de ses livres ne tient debout en vrai. Non mais c'est vrai, elle a écrit des trucs fous, mais en même temps, il y a des fulgurances qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Dans plein de livres très agréables à lire, qui font carrière et tout ça, on ne trouve pas la puissance de sa pensée, mêlée de vie et d'engagement sur l'époque. Voilà. Avant de conclure, on a une dernière question, parce que oui, un quiz qui c'est très court. Dans ton livre, tu es parfois autant attendri qu'atterré par ses choix en matière de relations amoureuses. Et justement, est-ce qu'elle ne serait pas aussi le symbole et qui a eu cette influence dans son écriture? Parce que tu racontes comment toute sa vie amoureuse a aussi ponctué son écriture, l'a ralenti, accéléré à des moments et l'a freiné. Et peut-on aimer un homme élevé comme un homme dans une société d'hommes et être une féministe heureuse? C'est ce qu'elle pose aussi beaucoup comme question dans son parcours. Et je trouve que c'est une des questions qu'on pose ici en famille. Alors peut-on, oui, je peux vous l'affirmer, mais c'est quand même un gros combat et une grosse difficulté. Et encore plus peut-être à son époque. Non, alors elle dit que non. Hein. Elle dit que non, un homme élevé comme un homme, on ne peut pas. Elle dit qu'elle n'a connu le véritable amour qu'avec des personnes qui avaient décidé de prendre de la distance par rapport à leur conditionnement patriarcal. Elle est absolument claire là-dessus. Alors elle dit on peut être éventuellement amis, etc. Mais non, quant à faire famille, elle s'en foutait complètement. Hein. Voilà, elle trouvait que c'était génial d'accoucher, elle trouvait que c'était génial d'allaiter, elle trouvait génial d'avoir eu des enfants, et quand on lui demandait, mais oui, mais enfin quand même, vous n'avez pas élevé, elle disait, mais moi j'ai été un très bon père. Voilà, j'ai toujours versé de l'argent pour eux, j'ai toujours fait en sorte que des gens s'occupent d'eux. Je suis venue les voir toutes les vacances, je leur ai appris des tas de trucs. J'ai été un très bon père, donc j'ai fait ma famille de cette manière-là. Je trouve que c'est une leçon très intéressante sur la question de la maternité. Ben, c'est un legs énorme que tu viens de nous faire et que nous fait Françoise Daubonne, à nous, féministes, en devenir ou en gestation ou en progression. Ou voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette figure incroyable. Moi je le redis, j'ai absolument adoré ce livre, j'étais absolument passionnée par déjà ta plume, ta verve, mais à quel point en plus tu mêles
Donc vos histoires, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un livre intime aussi. Donc, nous sommes nés le même jour. Voilà. Et il y a quelque chose de quasiment mystique, toute la partie mystique aussi qui vous lie dans votre histoire et comment elle a habité pendant toute l'écriture est absolument incroyable à découvrir. Donc j'espère que vous aurez envie de lire évidemment ce livre d'Élise Thiebaud et tous les autres si vous ne les avez pas lus, je ne pourrais pas tous les citer. Élise était en dédicace tout à l'heure, mais là il y a le concert d'Estelle Meyer où peut-être vous allez rester, mais vous pouvez quand même croiser Élise qui reste et les mots à la bouche sont toujours ouverts. Sephora, jusqu'à quelle heure? Voilà, éventuellement ou plus tard, et de découvrir un peu plus profondément aussi voilà, ce que Françoise Daubonne nous a légué. Merci beaucoup pour ce coup.